Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir l'auteur, compositeur et DJ Fakir. Je vous fais le pari que vous avez forcément au moins une fois mis l'une de ses musiques sur l'une de vos stories, tant sa musique a fait le tour du globe. 3 albums et 10 EP plus tard, il revient avec une promo très cool. Un titre, Palace of Time en collaboration avec le château de Versailles, excusez du peu, un remix qui sort ce vendredi de La Chica et bientôt un nouvel album. Hello Théo, ça va ? Merci de me recevoir. Je tiens à dire que Théo a ramené du super thé, je ne veux pas influencer ni faire de pot de vin pour les prochains invités de La Leçon. J'avoue, j'ai un peu gagné des points, on dirait. La barre est haute, disons, voilà. Je pose ça là. Ensemble, on va parler, pas du côté pro cette fois-ci, mais du côté perso. Une histoire qui a été un peu compliquée, une histoire amoureuse qui a été un peu compliquée pour toi. On en a discuté en amont et on a choisi cette histoire-là en particulier parce qu'on croit qu'elle est vraiment universelle, en fait. Ouais. Oui, malheureusement, presque. Ça commence à quelle époque? Comment tu la rencontres? Raconte-moi tout. Ça commence à une époque où en fait Fakir commence à devenir très gros et moi je suis dans dans une bande de copains, dans un environnement que j'ai connu avant l'ascension de Fakir en fait. Du coup qui m'ont connu en tant que le Théo qui fait sa musique dans sa chambre et qui a aucune prétention à faire quoi que ce soit. Et en fait, quand Fakir démarre, explose, je me sens de plus en plus en décalage avec cette bande-là, en fait, avec ce milieu social dans lequel je baignais. C'est quoi comme milieu social? C'était en fait des gens que j'avais connus au lycée et qui étaient, très engagés, très militants, qui avaient des valeurs très fortes et qui mettaient ça en avant, comme on peut l'être un peu au lycée. Quand t'es ado, grave. Voilà. Et moi, je m'identifiais vachement à ce groupe-là, en fait. Il y avait quelque chose de très que j'admirais énormément chez ces gens-là. Et en fait, quand Fakir est arrivé, il y a une part de moi qui s'est dit mais en fait, peut-être que au-delà de ce militantisme, au-delà de ces valeurs, il y a quelque chose qui m'appelle en fait là-dedans. Et mais Fakir correspondait pas du tout aux valeurs que je défendais jusque-là. Il y avait quelque chose qui correspondait à la réussite, la richesse, l'enrichissement personnel, quelque chose de construction individuelle, et c'est quelque chose que je défendais pas du tout. Moi, j'étais vraiment contre, entre guillemets, ce côté individualiste que prenait la société à travers les réseaux sociaux. J'avais pas le smartphone, j'avais pas de réseaux sociaux, rien du tout, quoi. J'étais vraiment... C'est Trio, l'hymne de nos campagnes, il y avait un peu de ça, qui rencontre les victoires de la musique, quoi. C'était un peu ça. Et du coup, d'un seul coup, je me mettais à me dire, il faut que je fasse gaffe à comment je me présente, en fait, comment je m'habille. Alors moi, je m'habillais en quechua et je faisais les manifs, tu vois, c'était ça mon credo, quoi. Et en fait, d'un seul coup, il a fallu que je revoie un peu cette identité visuelle, un truc avec lequel j'étais pas du tout à l'aise. Et toute cette bande de gens qui m'entouraient étaient pas moqueurs, mais en fait, voyaient ça un peu d'un œil, c'est un peu du vent, en fait, c'est un peu du flanc, quoi. Toi, t'essayais de te chercher, d'essayer de comprendre comment naviguer, et à côté, on te soutenait pas autant que t'aurais aimé, en fait. Je pense qu'il y avait quelque chose comme ça. C'était je cherchais un soutien un peu indéfectible de mon clan, entre guillemets, et je le trouvais pas. Et en fait, les seules personnes qui me soutenaient, du coup, étaient des gens pros, ou pas forcément sains, pas forcément, en fait, mon cocon très proche, quoi. Il y avait aussi mes parents qui me soutenaient vachement, et qui ont, eux, vécu, en fait... qui ont une carrière musicale dans leur jeunesse, qu'ils ont arrêté pour me faire, entre guillemets. Et c'est grossièrement résumé, mais en gros c'est un peu ça. Et du coup, eux, voyant que moi, d'un seul coup, mon projet marchait, ils ont aussi revécu au travers moi ces espèces d'années, ces espèces d'enthousiasme, de trucs. Et du coup, m'encourageaient vachement à aller à foncer dans le tas. Donc d'un côté, j'avais ce son de cloche là, de l'autre côté, j'avais les pros qui m'encourageaient évidemment à faire plein de choses qui allaient à l'encontre de mes valeurs, et en même temps les gens qui défendaient les mêmes valeurs que moi me soutenaient pas. Du coup, j'étais dans une espèce de dissonance cognitive, un peu de c'est chaud. J'ai envie d'être et puis du coup, je me disais est-ce que mon projet peut pas me permettre de défendre ces valeurs-là? Mais en fait, je voyais bien que ça cognait. Puis surtout tu te foutais déjà une immense pression sur le fait de devoir créer pour redonner, alors que t'en es qu'au début et que t'as 19 ballets en vrai, non? Ouais, oui, c'est ça, j'avais 21, quoi.
On achète des bouteilles de Smirnoff et puis on va en soirée. En fait, c'est nos seules ambitions à cet âge-là, normalement. Carrément, quoi. Et puis en plus, on est tous autour de, tu vois, on était là à s'extasier devant Brassens, devant les Pink Floyd. Et d'un seul coup, moi, je fais cette musique qui est en plus un espèce d'hybride. J'y suis venu parce qu'à la base, je faisais des chansons guitare-voix. Okay. Et en fait, à force de bidouiller, parce que j'étais déjà un peu un geek, à force de bidouiller sur mon ordi, etc., j'ai commencé à mettre des bouts de voix, des bouts de trucs et tout. Et c'est devenu cette musique-là électronique que, en fait, aucun de mes potes écoutait. Donc, en fait, je faisais de la musique que je pouvais faire écouter à mes potes, mais ils s'en foutaient un petit peu. Ma famille le comprenait pas forcément. Et j'avais juste 2-3, je pense particulièrement à un mec qui m'a accompagné tout au long de ce début, qui était aussi un pote de lycée. Mais pour le coup, lui qui était vraiment dans le truc, c'est Superpose. Je sais pas si tu vois ce projet. Si. Un mec qui fait de la musique électronique, qui a produit aussi pour L'Homme Pâle, qui a fait des vidéos de Je crois que je connais, mais je suis plus sûre parce que j'ai vraiment une mémoire auditive de merde. Et donc tu me dis un truc, je vais te dire oui, je vais pas du tout voir, ou à l'inverse, je sens que quand j'ai réécouté et faire le montage de cet épisode, je vais être là, mais putain, mais évidemment. Bah lui, donc on va dire oui. C'était un de mes meilleurs potes de lycée, et en fait, le truc extraordinaire qui nous est arrivé tous les deux, c'est qu'on était dans la même classe, et en fait, on a décollé à 1 an d'intervalle. Ouais, c'est ouf, ça. Et ça, c'est dingue, quoi. Et en fait, lui, du coup, m'accompagnait vachement, et c'était la seule personne avec qui je pouvais parler de ça. Et qui faisait à peu près la même musique, etc. Ce qui d'ailleurs nous a amené après sur un terrain très glissant, qui fait que aujourd'hui on est moins potes. Bon, mais, ce sera un autre épisode. Voilà. Mais du coup, en fait, ça a été un peu mon seul interlocuteur. Et donc le temps passe. Fakir prend de l'ampleur, grossit. Moi, je suis toujours un petit peu dans ma navette, un peu solo, parce que on va dire la même histoire qui se répète d'année en année. Et puis en plus, si je peux me permettre, c'est un DJ, c'est un métier qui amène aussi à une certaine solitude. Quand tu bouges beaucoup, tu te retrouves souvent seul dans ta chambre d'hôtel le soir. C'est comme un job à part. Ah bah complètement, ouais. Et puis en plus, c'est d'autant plus dur que c'est quelque chose que tu peux pas partager, dans le sens où quand tu rentres, les gens sont pas forcément intéressés, c'est pas de leur faute, hein, ils ont d'autres centres d'intérêt, etc. Oui. Mais c'est vrai que quand tu rentres, tu peux pas raconter ça à tes potes et dire j'ai vécu ça, c'était ouf, j'étais dans cet hôtel, il y avait ça, ci. Surtout que tous mes potes à l'époque bossaient dans le social, donc en fait les récits se clashaient un peu dans le sens où d'un seul coup eux disaient aujourd'hui je me suis occupé de jeunes étrangers isolés. Ouais, t'as envie de te la fermer toi à côté. Moi j'étais là on m'a ramené en limousine au pays du Champagne. Enfin j'étais un peu là, je me sens complètement escroc quoi. De ouf. Et donc voilà. Donc cette espèce de déséquilibre s'accentue d'année en année jusqu'à ce que je rencontre du coup cette personne, cette fameuse fille que j'ai rencontrée sur une date. En plus, du coup, j'étais en tournée et en fait, elle m'a offert un petit peu tout ce que je souhaitais à l'époque et combler complètement ce déséquilibre que j'avais dans ma vie. D'un seul coup, je voyais une personne qui était fascinée par mon projet, qui adorait ma musique, qui me plaisait et qui avait envie de construire un truc avec moi, quoi. T'avais besoin de reconnaissance. Ouais, absolument. En fait, c'est clair que ça a été déjà un trait caractéristique de mes années lycée. J'avais besoin de reconnaissance, du coup. On a tous besoin d'être aimés, d'être regardés, de évidemment. Trouver un peu son truc. Et là, c'était vraiment, on m'offrait ça sur un plateau complet, quoi. C'était, j'avais la reconnaissance de mon projet professionnel. Mais dans ma vie perso, ça suivait pas et je me sentais en décalage avec tout le monde et mes potes de longue date. Et du coup, j'ai fait cette espèce de, en fait, j'étais tellement dans un truc comme les plaques tectoniques, tu sais que c'était tellement coincé qu'en fait, j'ai tout lâché d'un coup et je suis parti. Et je suis parti de Paris. J'ai lâché tout ce que j'avais comme attache, comme histoire, comme pote, etc. Au bout de combien de mois? Au bout de 3 mois. C'est-à-dire qu'en fait, le décalage des plaques tectoniques, c'est accentué. Ça a duré 3 ans, où à partir du moment où Fakir est vraiment devenu gros et que le décalage s'est opéré, ça a duré 3 ans où c'est devenu de plus en plus dur. Et en fait, j'ai rencontré cette nana-là, ça devait être 6 ou 7 mois avant que je lâche tout. Je l'ai revue une fois après. Putain, ah ouais. Et en fait, en 3 mois, j'avais tout abandonné et je partais vivre en Suisse. Waouh, ok. Et du coup... Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que c'est terrifiant? Est-ce que c'est exaltant? C'est exaltant. Parce que tous les signaux sont au vert, en fait. Okay. Et que je me dis que j'ai l'impression de m'être retenu de vivre ça. Parce que, en fait, j'avais eu potentiellement d'autres occasions. Parce que avec la notoriété vient
plein d'occasions de vivre ce genre d'aventure avec des personnes qui sont fascinées par ton projet. C'est pour ça que je fais le podcast, tu sais. Bah ouais, j'imagine bien, c'est grisant tout ça. Et mais grave, tu vois, il y avait un truc de retenue tellement, j'avais tellement retenu cette espèce de lâcher prise dans le projet, dans ce truc de succès, finalement ça m'attirait, j'avais envie de vivre ça à fond, quoi. Je me disais j'ai 20 piges, il m'arrive ça, c'est extraordinaire, pourquoi je me prive parce que au nom de quoi en fait, je me prive quoi. Et du coup le paysage s'est un petit peu brouillé, je me suis dit bon bah vas-y go, j'y vais. Et effectivement, c'était grisant. J'avais la liberté financière, émotionnelle de faire ce que je voulais, quoi. Du coup, je me disais, bah, je vais vivre en Suisse, c'est pas grave. Maintenant, on peut bosser par Internet. De toute façon, je tourne dans le monde entier, donc où que je sois basé, c'est pas très grave. Il y avait un truc très très d'ivresse vraiment de ce moment-là. Qu'est-ce que tes parents te disent quand tu leur dis papa, maman, je suis un petit Suisse désormais? Bah ça a été, mon père était très. Je pense que mon père, il gardait cette espèce de, tu vois, de lui-même, de frustration. Le mot est peut-être un peu fort, mais de frustration. Je pense que de lui ne pas avoir vécu, ne pas s'être autorisé ça quand ça lui est arrivé. Et lui, en fait, il a gardé, il a construit sa vie de famille autour de ça. Et finalement, ce projet musical qui aurait pu devenir peut-être quelque chose de plus gros, il a choisi de le mettre en sourdine pour faire des enfants, pour avoir une vie de famille. Et toi, tu fais pareil. Et moi, je fais pareil, mais là, entre guillemets, à ce moment-là, j'ai plutôt l'impression de faire l'inverse et de me dire, évidemment, en fait, là, je pars, je profite à fond de ce qui m'arrive, c'est génial, et mon père est là, c'est génial, fonce. Ok. Et ma mère est un peu une maman, donc se dit, mes parents. Tu mettras ton manteau s'il fait froid, hein. Exactement. Puis comme ils habitent à Caen, tu vois, ils me disent, bon bah oui, c'est loin. La Suisse, tu vas rentrer pas souvent et tout, machin. Puis j'étais là, mais non, mais t'inquiète, pas de problème et tout. Mais à ce moment-là, bon, tous les signaux sont ouverts et tout le monde me voit en plus foncer dans cette histoire avec le smile, avec une espèce d'inspiration nouvelle. C'était pile poil le moment de création de mon premier album, Animal. Ouais. Et en fait, cette histoire m'a servi de carburant absolu, d'inspiration, de trucs. C'est ouf parce que tu vois, quand moi je suis amoureuse, je me ramollis mais de malade. Et je suis contente de vivre, mais vraiment, je n'ai plus aucune idée créative, c'est l'enfer. Ah ouais? Ah, c'est marrant. Ah ouais, moi ça m'a bah, génial, tant mieux. Ensoleillé le truc, quoi. Enfin, mais d'une manière qui était peut-être un peu trop déjà à ce moment-là. Et il y a eu que quelques potes qui ont avec qui on a continué à se voir, parce que du coup cette rupture aussi a fait que beaucoup de gens on a arrêté de se parler, tu vois. Beaucoup de gens m'ont tourné le dos. Moi, j'ai tourné le dos aussi vachement à ces gens-là, avec un peu de colère, avec un peu de rancune, tu vois, à me dire ils m'ont pas soutenu, nanani. Ça m'a servi aussi ça de espèce de rebond pour aller vers cette histoire-là et l'isolement sans regret, tu vois, en me disant je me suis retenu tant d'années parce que j'étais pas soutenu, blablabli. Puis on est auto-centré à cet âge-là. Bah ouais. Franchement, c'est vrai, c'est des années compliquées parce que on n'arrive pas encore bien à gérer ses émotions, parce qu'on se connaît pas encore bien, mais on a la liberté parce qu'on est adulte. Enfin, c'est des années de construction, vraiment. Carrément, oui. Et du coup, c'est des années où tu peux aussi justement faire des moves un peu comme ça qui te paraissent hyper téméraires et qui t'amènent dans des cul-de-sac ou des trucs. Et c'est ces moments-là que tu t'en rends compte, quoi. Et donc tu pars en Suisse. Je pars en Suisse. Les quelques potes qui voient cette histoire se passer et qui me connaissent très bien me disent c'est peut-être un peu rapide et fais attention. Oui, j'avoue, ça fait 3 mois, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis je lâche tout et puis je pars là-bas. Et je me souviens à l'époque, du coup, mon pote Superpose, on était très proches à ce moment-là, et lui me mettait en garde un petit peu et me disait bon, je me souviens, il m'avait dit, Théo, j'ai fait des calculs, tu peux te permettre de bosser à distance avec la taille de ton projet et commencer, parce que lui il est très comme ça, il a besoin de faire un plan, et il m'avait dit je pense que c'est bon, je pense que tu peux y aller. C'est trop mignon. J'étais bon, vas-y, ok, ça marche. Et en fait donc j'entre dans ma relation toxique. Voilà. Sauf que évidemment, quand t'es dedans, on sait pas, on s'en rend pas compte, quoi. Bah non. On se rend compte de rien. Ça vient comment, petit à petit, les petits signaux? Eh ben, il y en a très tôt, et j'en prends conscience très tôt, parce que au bout de peut-être 6 mois d'histoire, ça commence déjà à être pas terrible. La conjoncture faisait que c'était pas terrible de base. J'avais lâché tout mon univers, en fait. J'avais lâché
mon espace de confort, etc. Bon. C'est pas bien. J'étais complètement à la rue, chez elle, qui elle avait son monde, son truc, son univers très construit, etc. Et qui en plus me mettait sur un piédestal par mon projet artistique. Déjà, c'est pas terrible. Ouais. Et puis du coup là, tu l'as pas. Donc, tu vois. Bah ouais. C'était très, ça partait pas bien l'équation. Mais bon. Mais honnêtement, si tu remarques ça, je trouve que il y a des chiffres clés. 3 mois, c'est clairement le moment où tu te fais tège si l'autre est pas sûr, ou alors ça devient sérieux. Franchement, les 3 mois, c'est hyper important. C'est vrai que les 3 mois, c'est très important. 6 mois, tu commences à vraiment voir les défauts de l'autre. Ouais. Bah ouais. 9 mois, tu tolères encore ou tu tolères plus du tout. Pas grave. Et c'est là que tu rentres dans la toxicité. Ouais. Parce que tu t'as remarqué, tu vois ce qui va pas. Et en fait, effectivement, ça allait pas. Les premiers signaux, ça a été de me dire, tu vois, je venais d'un monde avec des potes qui avaient pas de smartphone et pas les réseaux sociaux. J'arrivais dans cet univers-là. Et elle, du coup, contrôlait mes messages. Tu vois, voilà. Ça a démarré comme ça. Ah non. Sauf que moi, j'avais pas de notion de ce qui était toxique ou pas à ce moment-là sur ça. Du coup, j'étais là, mais moi les réseaux sociaux, je m'en sers c'est une plateforme professionnelle pour moi. J'ai aucune histoire personnelle dessus, donc vas-y, c'est pas grave, tu vois. Ok, et puis on partage tout. Mais puis on partage tout évidemment, tu vois, on est des âmes sœurs, c'était très 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 intense comme dans une relation toxique, c'est incroyable ce qui nous arrive, t'hallucines, tu vis des expériences où presque tu te dis c'est un peu mystique, pourquoi il nous arrive ça, c'est chelou, tu vois des signes partout, tu vois, tout est extraordinaire. Ouais. Et elle contrôle mes messages. Donc, ce qui est pas tout à fait extraordinaire. C'est pas ouf. Et en fait, du coup, commence à sniper un peu de loin, tu vois, dans mes DM, les relations ambiguës qui pouvaient aboutir à un danger pour elle. Ok. Effectivement, il y en avait. Parce que, voilà. Musicien, oui, grave. Et puis, je suis un mec pas trop déconstruit. Enfin, en tout cas, à l'époque, je dis ça comme si j'étais prétentieusement mieux déconstruit maintenant. J'espère, je sais pas. C'est chouette d'en parler. Écoute, ça me fait plaisir de voir que la société avance et que, oui, tu vois, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Bah voilà. Et du coup, à l'époque, j'avais pas mal de béquilles qui comblaient justement ce manque de reconnaissance. Donc, un peu des relations ambiguës par-ci par-là, etc. Donc, elle fait le ménage un peu dans mes messages. Bon, which is fair. Peut-être que elle aurait pas dû le faire elle-même. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'on aurait dû en parler, machin. Ça aurait été pas mal. Et puis bon, à ce moment-là, je suis complètement prêt à reconnaître mes torts. Je dis oui, carrément, grave. Okay. Je veux bien couper les ponts, par amour, y a pas de souci. Clac, je ferme ces portes-là, pas de problème. Okay. Le problème, c'est que du coup, ce champignon, un peu, grossit petit à petit jusqu'à ce que j'ai plus de potes féminins. Putain. Du tout. Et l'isolement commence. Et donc, mes amis parisiens me voient de moins en moins, je rentre de moins en moins parce que, en fait, elle a pas confiance. Elle-même, ça fait écho à des insécurités pas réglées chez elle qui sont, béantes et que, en plus, elle était un petit peu plus jeune que moi. Ça compte pas de ouf, mais ça compte un peu parce que dans ces années-là, en fait, 3 ans, c'est super grand dans la construction personnelle. Ouais. Et elle, du coup, a 3 ou 4 ans de moins. Et du coup, et pas non plus à au même stade. Et en fait, on commence à fermer les portes. Elle me demande de les fermer, et moi je les ferme de plein gré. Tu vois, y a pas de problème. C'est un truc très, ça se fait à 2, pour qu'au final, je rentre plus du tout à Paris, que je vois plus ma famille, que j'ai plus de potes filles, mais qu'aussi j'ai quasiment plus de contact du tout avec mon ancien monde. Et puis en même temps, je mettais du mien aussi, tu vois. J'étais là, oui, bien sûr, mon ancien monde, ils m'ont pas soutenu, du coup, je les aime pas. Puis petit à petit, j'étais un peu là, quand même, c'est un petit peu violent. Violent. Ça devient un petit peu deep. Et puis comme ça vient petit à petit, c'est pas comme si elle te disait du jour au lendemain, coupe tout avec tout le monde. Donc là, t'aurais évidemment dit non. Ouais. Mais quand c'est des petites demandes comme ça qui sont à une petite échelle, on se dit, ça, je peux le faire quand même. Bien sûr. Bien sûr. Et puis c'était pas des demandes forcément des services que je lui rendais, c'est-à-dire que elle tournait ça comme une faute que j'avais fait. Ok. Et du coup, je me sentais coupable d'avoir ce truc-là. Et je me disais, effectivement, elle a raison. Parce que il y avait encore ce truc au fond de moi, tu sais, qui disait, tu dois défendre tes valeurs, et tes valeurs, c'est tes valeurs, et point barre, et t'es intransigeant avec ça, donc c'est valable, applicable partout. Je faisais pas du cas par cas, je laissais pas du tout le naturel pointer son nez, j'étais vraiment en mode, je défends ces valeurs-là, A plus B, point. Et mais du coup, ça a amené à des extrêmes d'isolement et tout, jusqu'à ce que ça atteigne véritablement mon projet, ma carrière, qui est à ce stade-là, Fakir, un espèce de point un peu culminant,
parce que c'était des tournées de Zénith, c'était énorme. Le disque d'or, le truc, tout le tintouin. Enfin, il y avait tout le peak time un peu de disque d'or carrément. Ouais, il y a eu tout un truc comme ça. Et moi, j'étais du coup de nouveau dans cette espèce de deux extrêmes. À la fois, je suis en tournée dans mon élément, dans le monde musical, à faire plein de contacts, à connaître tout le monde, et que tout le monde en plus me mange dans la main entre guillemets. Enfin, j'étais un projet qui marchait bien, donc j'étais plutôt sympa et indulgent. Et de l'autre côté, pouf, je rentre en Suisse et là, il y a plus rien du tout. J'avais même pas internet chez moi, je captais plus. Putain. Et du coup, au sens propre comme sans se figurer quoi. Ouais, c'est ça. C'est dur parce que elle t'aime pour ce que tu représentes et elle casse toute la personne qui crée ça. Grave. Parce que je pense que en me mettant sur un piédestal, elle pensait que la personne derrière était à la hauteur de ça. En fait, tu vois. Et tous les défauts, tous les imperfections, toute la construction personnelle, quand elle s'est rendue compte de ça, elle a été, je pense, déçue. Et elle s'est dit, ah bah, c'est pas le mec que j'espérais. C'est pas le mec que j'espérais. Ouais, elle a projeté, quoi. Et voilà. Elle a projeté à fond des attentes en mélangeant un petit peu, je pense, le projet, ce que j'incarnais en tant que fakir et puis l'homme qu'il y avait derrière avec toutes ses insécurités, ces trucs pas réglés, quoi. Est-ce que tu penses, qu'il y avait un petit peu de jalousie aussi? Ouais, alors oui, maintenant je pense avec le recul, c'est clair que y avait un truc où moi j'étais j'arrivais à vivre de ma passion. Passion, ouais, c'est ça. J'avais trouvé ma passion, j'arrivais à en vivre et elle, tu vois, avait pas de job, trouvait pas justement ce qui la passionnait. Donc elle était aussi tout le temps présente, tout le temps là, avec pas trop d'activité. Et donc elle vivait au travers de moi le projet artistique, et puis elle avait aussi ses accointances, tu vois, avec la musique, avec la sculpture, la peinture, etc. Elle essayait dans tous les domaines, mais bon, bah effectivement j'ai eu une espèce de chance, enfin non, mais la pression, c'est hyper dur parce que en plus de ça, ça te rentre dans le cerveau qu'en fait on t'aime pour ton métier. Et littéralement, si tu viens d'un monde avec des potes qui sont anticapitalistes, là, c'est tout l'inverse. Ouais. On t'aime pour ce que tu fais. Ouais. Et pas pour ce que tu vois, es. Ouais, tu peux pas exister et être aimé pour ça. Ça, c'est hyper douloureux. Ouais. Bah oui, c'était tout l'inverse, en fait. Et d'un seul coup, j'étais perdu. Moi, le petit Théo qui avant avait sa bande de potes qu'il connaissait par cœur et que... Puis c'est important, un truc soudé, c'est tellement important. Ouais. Et là, d'un coup, je me rendais compte aussi de la valeur de ça et je me disais, bah ouais, avant, mes potes, ils me soutenaient pas dans mon projet qui me prend toute ma vie. Mais en même temps, là, je suis pas aimé pour l'homme que je suis, quoi. Et du coup, mais j'ai mis si on fait une grosse ellipse, on est 3 ans plus tard. C'est long, toujours 3 pas sorti. ans. Hein. Ouais. J'en suis toujours pas sorti et là on est à un stade où je parle plus à ma propre sœur. Tout le monde est au courant que cette relation est archi toxique et me nuit. Je fume 8 pétards par jour du matin au soir. Je suis amorphe. Fakir a passé son peak time et rentre dans une phase de vitesse de croisière qu'il faut gérer, mais du coup j'ai l'impression que ça marche plus. Puis que tu peux plus, en fait, je pense. Ouais. Hein, oui. En fait, de toute façon, je peux plus assumer. Là-dessus, mon équipe a été aussi super balèze parce qu'ils ont porté à bout de bras le projet pour moi. Et mais c'était au point où quand j'allais en tournée, mes techniciens, qui sont les mêmes pour le coup, eux, ça a été vraiment un noyau dur qui m'a tenu, qui m'a soutenu depuis le début. Ça c'est costaud. Mais eux me disaient, Théo, on a besoin que tu reviennes, quoi. On a besoin de toi. Petite question, est-ce que la nuit tu ruminais sur ça? Est-ce qu'il y avait des moments où tu disais je suis pas heureux, je suis pas bien, mais je peux pas faire autrement que de rester, ou alors c'était l'extrême inverse en mode si tout va bien, si tout va bien. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait un petit peu des deux, je pense qu'il y avait un peu, ça se compensait. Il y avait des moments où tu vois des moments deep. En fait, comme Fakir me servait aussi de bulle d'oxygène à ce moment-là, c'est-à-dire que dès que je partais sur la route seul, je respirais, j'étais moi-même et j'étais dans une équipe qui me connaissait, etc. Quand je rentrais en Suisse, je me disais bah non, tout va bien. C'est cool. Là, j'ai respiré, je suis bien, je suis prêt à reprendre le rythme. Et des moments où je tournais pas pendant longtemps et que j'étais vraiment deep dans ce marasme, tu vois, entre la weed, le machin, les prises de tête, l'espèce de toxicité ambiante. Là, je me disais ça va pas du tout, il faut que je fasse quelque chose. Je suis nul, quoi. Voilà. Et puis le point finalement
la fracture s'est faite à un moment donné. C'est marrant que j'emploie ce mot parce que c'est littéralement une fracture. On est parti pour une date à La Réunion. Et en fait, elle est venue avec nous. Elle connaissait bien mon équipe, etc. Il n'y avait pas de souci, mais on est parti à La Réunion. Donc La Réunion, on est là-bas, point. On peut pas rentrer d'un coup parce qu'il y a un problème. On peut pas. C'est une île. C'est une île. On est sur une île déserte avec toute mon équipe dans une baraque qu'on avait louée dans un Airbnb avec piscine, super, tu vois, génial. Il y a pas une série avec un crash d'avion sur une île qui s'appelle Lost? Ah oui, c'est vrai. Bah oui, voilà. Bah c'était un peu ça le truc, tu vois. Et je me disais, chouette, ça va être un super moment. Ouais. Elle était complètement, c'est un détail comme ça, mais en fait c'est un détail qui compte là à ce moment-là parce que elle était complètement du coup addicte à la weed, quoi, à fumer tout le temps, pour un peu calmer une espèce d'hyperactivité. Ce que je voyais qui marchait bien. Hein. Moi je suis pas du tout hyperactif, je fumais de la weed, j'étais détruit complètement à mort dans mon canapé. C'est clair, moi aussi. Alors que elle était canalisée, tu vois, et du coup ça faisait qu'elle était au calme et que c'était cool. Bon bah à La Réunion, faut trouver de la weed, tu vois, et on n'a pas de contact, on n'a pas de machin, etc. Donc elle en a pas. On finit par en trouver, mais c'est nul, ça marche pas. Ouais. C'était du thé qu'on nous avait vendu. C'était du buis. Et donc on se retrouve dans cette baraque à huis clos avec toute mon équipe technique qui est trop content d'être là forcément. Et on se dit on va faire des barbecues, des machins, on fait des menus, on va faire des randos. La Réunion quand même. La Réunion, on va faire des randos sur le volcan, tout ça, enfin trop bien. Et elle est là, sans weed, dans son hyperactivité, dans son insécurité de ouf, surtout qu'elle est là dans mon univers. Ouais, de ouf. Et que moi je connais bien tous les codes et qu'elle est un peu la copine d'eux. Et puis là, il y a beaucoup de regards extérieurs sur votre relation. Oui, en plus. Moi, j'ai aussi vachement mis cette relation en avant sur mes réseaux sociaux pour la sécuriser, parce que ça a atteint un stade du coup où elle avait besoin de ça pour se sentir rassurée. Donc tu vois, par exemple, à la fin des concerts, j'allais pas du tout voir les fans, je rencontrais pas du tout les fans parce que dangereux. J'allais pas du tout signer les trucs, je prenais pas de selfies. Ah ouais. Il fallait que je monte mes mains sur les photos si je prenais des selfies. Pourquoi ? Que mes mains soient visibles. Pourquoi ? Parce que sinon tu peux toucher. La vache. Du coup, c'est aussi de là où est venue cette espèce de redondance de ce geste-là, parce que bah les deux mains sont là. Alors, nous sommes sur un podcast, donc le salut, la prière. La prière, la main, les mains en prière. Parce qu'on voit les deux mains. Et donc voilà. Ok. Donc c'est il y a plein de petits mécanismes comme ça qu'elle est assez deep. Et puis c'est épuisant parce qu'en fait t'es toujours dans une sorte de comment dire, ton cerveau est tout le temps en alerte en fait. Tout le temps. Et puis quand t'es pas avec l'autre, il est tout le temps en alerte au point que du coup en sortant de scène, avant de monter sur scène, le dernier truc que je devais faire avant de monter, genre 30 secondes avant, c'est lui envoyer un message en disant je monte sur scène. Et le premier truc que je faisais en ressortant évidemment, c'était l'appeler. Wow, okay. Sans dire merci à mes techniciens, sans rien faire d'autre. C'était ça le premier truc. Okay. Et donc voilà, on est à La Réunion, blabla, ça se passe évidemment pas bien parce que on se prend la tête, elle est pas du tout en bonne santé parce qu'elle a pas sa weed, du coup pas de rando sur le volcan, tout le monde part sans nous. Oh non. Et moi je dis pas de problème, je reste avec toi, y a pas de souci, t'inquiète. Et puis on se prend la tête et ça faisait déjà quelque temps que c'était violent par les mots, quoi, c'était violent moralement, c'était une espèce de truc, moi je me reconnaissais pas, j'étais pas du tout un mec colérique et en fait là on rentrait dans des colères qui étaient destructrices à fond et du coup de rage, je tape dans un mur. Et je me fracture un petit os le long du petit doigt à l'extérieur de la main que les chirurgiens, enfin que les infirmiers connaissent bien, qui s'appelle la fracture du con. Parce que d'accord. C'est quand on tape dans les murs. Au masculin d'ailleurs. Voilà. Je pose ça là. Absolument. Et donc électrochoc un peu parce que je viens de me casser un os, quoi. Ouais. Je viens de me fracturer quelque chose. Et à ce moment-là, on n'avait pas de weed. Tu te fais du mal. Je me fais du mal. Et puis on n'avait pas de weed, donc j'étais complètement sobre, lucide, conscient de ce qui venait de se passer. Et c'est pas possible. Et à partir de là, je commence à en fait détricoter cette relation. Ça s'arrête pas comme ça du tout. On rentre en Suisse, la vie reprend son cours. Et moi dans ma tête, je commence à détricoter ce truc-là. Déjà, j'ai mal à la main, je peux plus serrer la main à personne, c'est pas possible. Donc tu sais le symbole un peu. Je peux plus rencontrer personne. Je peux plus serrer la main à qui que ce soit parce que j'ai la main cassée. Et puis cette douleur physique, c'est un rappel en permanence aussi. Ouais. Ah bah ouais, c'est vraiment un truc où c'était pas possible.
après, sans rentrer dans des détails, on arrive dans une phase aussi où, comme notre couple marche plus du tout, et qu'en fait on tient juste par cette espèce de toxicité, de dépendance affective qu'on a, on commence à tester des choses pas bien, quand tu vois, des histoires de couple libres, de trucs et tout. Effectivement, on peut dire que ça a été ça qui a trigger la fin vraiment du couple, mais y a une masse de choses en fait qui d'un seul coup m'a sauté aux yeux, quoi. Et en final, voilà, je détricote le truc et j'arrive à un stade où je m'en fiche. En fait, j'ai fait mon deuil de la relation avant que ça se termine. Ok. Parce que en plus, y a cette histoire de couple libre qui rentre dans la balance. Ouais. Elle donc commence tu à peux avoir d'autres mecs et tout. ouais. Et moi, ma dépendance affective à ce moment-là, elle est mise carrément en danger, en fait. Ah ouais, carrément. Donc je me dis, il faut que j'apprenne à vivre par moi-même, seul. Ok. Et sans être dépendant de quelqu'un, sans être dépendant du regard de cette fille, sans tu vois. Besoin de liberté de malade, j'imagine. Voilà. Et du coup, j'arrive à faire ça tout en étant avec elle, qui elle fait sa vie, voit d'autres mecs et tout machin. Okay. Et moi, je commence à me dire, ok, je fonctionne en autarcie, je suis complètement complet, tout seul. Ok. Il y avait aussi cette vibe un petit peu spirituelle que je traînais depuis longtemps, et puis là je me repose vachement là-dessus, tu vois, je me dis ok, les énergies, le karma, tout ça, les machins, je suis totalement complet et parfait, seul, et tout va bien. Puis tu te fais appeler Fakir en plus. Ouais. Merde. Exactement, ouais, il faut bien que ça serve à quelque chose. Et donc bah voilà, là commence en fait la pente ascendante jusqu'à ce que je passe le pas. Après qu'en plus c'est rigolo parce que après que je recroise une ancienne pote que j'avais pas vue depuis très longtemps, qui est maintenant ma femme. Mais non, c'est trop beau, c'est trop mignon. Et en plus c'est rigolo parce que bah du coup ouais maintenant c'est ça, donc la fin de l'histoire est super. Mais en vrai elle me dit, ça faisait 4 ans qu'on s'était pas vus, c'était une des relations ambiguës à l'époque. Que mon ex du coup avait snipé de loin et que j'avais dit elle a bien okay, fait, hein, c'est ta femme maintenant. Ouais, non mais c'est vrai, en plus putain la revanche. On a un sixième sens mais du coup je lui raconte tout ce qui se passe. Enfin en fait elle me dit bah ça va, quoi de neuf, tu vois. Et enfin non, en plus c'est moi qui lui ai dit ça. Je l'ai vu, ça faisait 4 ans qu'on s'était pas vu. Elle avait un peu un crush sur moi à l'époque. Et quand j'avais un peu fermé la porte du truc, elle s'était sentie super triste, tu vois, super affectée, quoi. Et du coup, on s'était pas reparlé pendant 3 ans, enfin bref. Et je la vois arriver en festival, en plus, tu vois, genre elle arrive en backstage avec. Donc good vibe, quoi. Super good vibes et tout. À Calvi. Ouais, pas mal, voilà, pas mal. Le cadre est pas mal. Et du coup, et je lui dis quoi de neuf. Voilà, je suis un mec, je sais pas du tout parler de mes émotions. Du coup, je la vois, je lui dis quoi de neuf. C'est débile. Mais voilà, la discussion s'embraye et puis finalement, je lui raconte ce qui se passe, je lui raconte mon histoire, avec toujours cette vitrine de non mais tout va bien. C'est cool. En fait, tu vois, il y a pas de problème. Je me suis coupé la main pour pas les serrer, mais vraiment c'est super. Voilà, exactement. Je pesais rien, j'étais maigre comme as et tout. Et elle me dit à la fin, bah Théo, je te crois pas. Je te crois pas. C'est trop beau. Et en fait, je pense pas que t'ailles bien, c'est pas vrai. Et en fait, c'est pas une phrase c'est pas la première fois que je l'entendais parce que il y avait des amis déjà qui m'en parlaient, mes parents, ma sœur, mais bon, la famille c'est autre chose. La famille, quand ils interviennent dans ta relation, tu prends ça toujours avec une espèce de défiance, tu vois, tu te dis ouais mais c'est ma famille, ils veulent me garder pour eux, tu vois. Alors que là, c'était quelqu'un qui avait rien à voir et en plus bon bah voilà, aujourd'hui il y avait plus d'ambiguïté, ça faisait 3-4 ans que c'était fini. Et puis surtout, c'est pas un truc qu'on dit socialement. Donc quand on te le dit, je pense que c'est un peu choquant, quoi. Ah bah ouais, carrément, oui, grave. Et en plus, elle me connaît plus, tu vois. Enfin, je veux dire, j'ai traversé plein de trucs et tout, mais elle me le dit un peu droit dans les yeux. Bah non, je pense que ça va pas. Et puis j'étais là, mais je sais pas, c'était peut-être un truc que j'avais besoin d'entendre, j'en sais rien, mais finalement, ce truc fait que je me dis, mais en fait, je le sais, quoi. En fait, elle fait que confirmer une pensée qu'elle a derrière et qui me trotte dans la tête depuis des mois. Et bah non, bien sûr que ça va pas. Évidemment que ça va pas. Sauf que tu l'avais jamais dit tout haut. Bah ouais, c'est ça, quoi. Et du coup, bon bah voilà, Calvi se termine, je rentre en Suisse et je me dis bon, là, je vais mettre les points sur les i. Je me dis pas c'est fini. Je me dis là, il faut qu'on corrige le truc parce que ça va pas du tout, c'est complètement toxique. Vas-y, dernière chance, on change le truc. Et en fait, je rentre et on se prend la tête pour un truc qui a rien à voir. Je peux même pas arriver sur le sujet que je pensais être important ou de ce dont je voulais lui parler. On se prend le chou sur un truc complètement formel qui a rien à voir. Et là, je me dis, ça suffit, c'est bon. Je m'en vais. Et j'avais fait un tel deuil et un tel boulot de déjà me dire, en fait, je suis autonome émotionnellement, nanana, que j'étais prêt à faire ce truc-là. Du coup, je me barre
évidemment, c'est l'explosion nucléaire de chantage, de je vais me faire du mal, etc. Nanani, machin. Et moi, je suis dans mon train pour Paris en me disant non, go, c'est parti, là, c'est fini. Et j'arrive à Paris avec 3 caleçons et mon ordinateur. Et puis je dis aux copains, y a pas quelqu'un qui a un canapé là parce que faut que je rentre. Alors vous allez rire. Ouais, c'est ça, exactement. Les gars, vous allez rire, mais je reviens. T'as pas un boulot dans le social pour moi. C'est ça, ouais, c'est limite c'est ça quoi. Et à ce moment-là, du coup, toute mon équipe technique, en fait, mon équipe de tournée qui m'a accompagné pendant toutes ces années-là, évidemment, me disent mais mec, viens go, génial, viens crécher chez moi. Une pote qui était ma violoncelliste au début, qui tournait avec moi dans Fakir, ensuite qui a eu un projet qui a explosé, LEJ. Ah ouais, carrément. La violoncelliste, en fait, à la base, elle était dans ma classe à la fac. Trop drôle. Et elle tournait avec moi, et elle me dit, je viens d'acheter un appart, il y a une chambre de libre. Viens crécher chez moi, il y a pas de problème. Mais c'est si mignon. Donc trop mignon. Donc tout le monde me raccueille à bras ouverts. Le label d'ailleurs chez qui maintenant je suis Nowadays et tout, qui sont des bons copains aussi, ont été un peu les premiers à me dire Théo, bienvenue. Tu vois, de retour, on attendait ça avec la petite banderole où il y a marqué intervention. Ouais, merde. Ça, oui, intervention. Vous avez pas un whisky? C'est ça. Et donc, je crèche un peu de canap en canap jusqu'à emménager du coup chez ma pote, la Juliette, à Saint-Denis. Et puis je revois du coup cette amie qui m'a dit, qui pensait que ça allait pas. Et puis on se met ensemble et voilà. Et la fin de l'histoire est super. Et c'est trop beau. Et j'étais en fait à ce moment-là, du coup, j'ai enchaîné quand même 2 histoires d'amour assez rapidement. Et au début du coup de cette nouvelle histoire d'amour, j'étais vraiment moi cassé émotionnellement. J'avais un truc où j'étais complètement traumate en fait. Et donc j'avais plein de mécanismes de défense, tu vois, plein de trucs qui me disaient non, attention, dès qu'on empiétait un tout petit peu sur ma liberté d'action ou que justement t'étais en alerte permanente quoi. J'étais en alerte permanente. Du coup, ça me faisait avoir des réactions des fois un peu violentes, tu vois, mais un peu à dire genre non, où je me fermais tout de suite, où j'étais là genre non là ça empiète trop sur ma zone à moi. Et finalement ça a été un boulot de longue haleine, tu vois, mais de pouvoir refaire confiance et de permettre à l'autre de rentrer aussi dans ma zone petit à petit, mais finalement c'est ce qui m'a permis en fait. J'arrive presque au point des conclusions déjà, mais finalement cette relation, ouais, au contraire, ça m'a permis de délimiter une zone, de sortir de ce circuit, de cette boucle de dépendance affective, d'être totalement autonome et en même temps de savoir comment dire donner sa confiance, avoir le vrai sens de ce que ça veut dire quoi, la confiance et l'amour et la tolérance. Qu'est-ce qui est du seuil, où se situe le seuil entre la concession et le sacrifice. Qu'est-ce qui te à quel moment ça te fait du mal et tout. Et là j'avais des triggers dans tous les sens, des alarmes qui se déclenchaient dès qu'il se passait quelque chose, et du coup c'était intéressant parce que finalement j'étais vraiment dans une phase où je savais exactement ce que je voulais pas. Et c'est clair. Et c'était de nouveau le du coup un peu la redécouverte de la liberté petit à petit, et puis de voir que en fait la relation dans laquelle je m'installais, c'était les vacances. Je disais ça à mes potes et je disais non, mais là je suis en vacances en fait tout le temps. C'est ouf. Je rentre chez moi, je suis content, je vais la voir, je suis content. Quand on n'est pas ensemble, je suis content. Et puis elle est pas inquiète. C'est chelou presque. Et du coup il y a eu vraiment un truc de ouf. De petit à petit me réapproprier ce truc-là. J'ai pris 10 kilos. J'ai arrêté totalement la weed. Enfin il y a eu plein de choses qui se sont remises. Mais t'avais besoin de prendre des kilos, je pense, après. Ah ouais. De reprendre de l'espace. Tu vois, de reprendre mon espace quoi. Et donc t'as vu quelqu'un, t'as travaillé avec quelqu'un, qu'est-ce qui t'a aidé à avoir cette réflexion, justement, tu le disais, sur les énergies, etc. Ouais, pendant la relation toxique, en fait, je voyais quelqu'un. On parlait pas de cette relation. C'est vrai. On parlait du problème que j'avais avec l'image de mon père. Ok. Qui était un truc aussi, un gros dos que je trimballais depuis un moment. Bien sûr, et puis tout découle aussi, on a tous nos fragilités qui font que on peut s'immiscer à certains endroits. Carrément, ouais. Et puis tu vois, finalement, le fait de me mettre en paix avec l'image de mon père, avec laquelle j'étais assez en conflit, et d'accepter ce truc-là et de me dire, ok, je l'aime et c'est cool, et moi je suis un être humain à part qui fait sa vie et tout. Ce truc-là m'a permis de me sortir de la dépendance affective aussi, je pense, tu vois. Parce que d'un seul coup, je me suis dit, je suis suffisant, tu vois. Wow. Je suis un. Et je ne suis pas juste le fruit des imperfections de mes parents.
un truc comme ça. C'est fou que t'aies réussi à atteindre ce stade-là. Moi, en t'entendant parler, je me dis mais putain, mais j'y suis pas encore, quoi. Bah il y a tout un truc, tu sais, où tu j'espère que je trouverai quoi. quelqu'un et que je devrais pas attendre d'avoir vraiment terminé ça, parce que putain, sinon ça va peut-être mettre des années c'est un long boulot. En plus, le truc, c'est que c'était pas totalement de la psychologie. Ça passait pas totalement par la parole. Il y avait aussi tout un taf un peu énergétique, tu vois. Lui, il faisait aussi un boulot un peu de magnétiseur, entre guillemets. C'est génial, ça. Et je pense que ça m'a carrément aidé à me recentrer. Et puis, et en fait, à la fin, je me souviens, à la fin de la thérapie, ce qui a été un peu le truc, il m'a dit, OK, maintenant, je peux plus rien faire pour toi. Maintenant, tout est entre tes mains. Et ce qui doit se passer maintenant, il y a que toi qui peux le faire. Sous-entendant, en fait, tout est en toi, quoi. Tout est en toi. Et puis, le seul truc qui reste, qui coince, c'est ta vie maintenant présente. Et ça, je peux pas intervenir. Prise de décision aussi. Ouais. Et finalement, en filigrane, il y avait ce truc de, cette relation, c'est pas possible, quoi. Et donc, c'est beau de voir à quel point ça t'a poussé à travailler sur toi, à consoler quelques parties de toi qui avaient besoin de ça et qui avaient donc laissé la porte ouverte. Ouais, Et puis qui était, en fait, cette relation-là m'a apporté énormément de choses par la violence, finalement, dans l'adversité. En fait, j'ai dû moi me bander moi-même, tu vois, me penser mes blessures tout seul. J'avais pas quelqu'un avec moi à mes côtés pour me dire t'inquiète, ça va bien se passer. Ce qui avait été le cas quand j'étais enfant avec ma famille, ensuite avec la bande de copains du lycée. Enfin, il y a toujours cette espèce de dépendance. Tu fais des boucles jusqu'à ce que t'accèdes à cette espèce d'autonomie. Et là, d'un coup, je faisais ça moi-même. Et je me souviens qu'il me disait d'ailleurs, c'était dans la thérapie un peu par rapport à l'image du père, etc. Il me disait, quand tu fais quelque chose dont tu es fier, auto-tape-toi sur l'épaule. C'est trop mignon. Dis-toi genre, c'est bien. Bravo, je suis fier de toi. Je me fais un petit bisou à l'épaule. Voilà, exactement, tu vois. Le truc que tu attends un peu de l'archétype des parents, tu vois, qui disent je suis fier et tout, c'est bien. Et et du coup, j'ai appris à faire ça un peu en autonomie. Et voilà quoi. Et du coup, là, j'ai balancé tout ça pêle-mêle et du coup, j'ai du mal à me dépatouiller dans mes conclusions et dans. Non, mais c'est mon travail. Moi, j'étais en train d'écouter parce que c'est hyper intéressant et que justement, j'avais pas besoin. Je vais reprendre mon job. Aujourd'hui, avec ta femme, donc dans une relation beaucoup plus apaisée, etc. Est-ce que tu crois que ça t'a servi pour la rencontrer, parce que ça t'a poussé à être dans un état d'esprit peut-être plus ouvert pour ce genre de nana mieux dans sa peau? Oui, je pense carrément. On attire un petit peu de toute façon ce qu'on dégage, quoi. Et je pense que ça aurait pas été possible de vivre cette histoire-là plus tôt, parce que moi j'avais des insécurités pas du tout réglées, pas assez. De l'ego mal placé aussi, je pense. D'un besoin de reconnaissance, tu vois, il y a un truc où c'était pas... Par exemple, aujourd'hui, ce qui est rigolo et ce qui est assez parlant, c'est que elle aime bien ma musique, il y a pas de problème. Elle vient au concert, elle danse et tout, c'est cool. Elle me soutient. Mais elle parle pas ce langage-là. C'est-à-dire que c'est pas... elle est pas connaisseuse, en fait. C'est pas ça qu'elle écoute comme musique d'habitude. Elle aime bien. Ok. Mais elle aime bien, même hors du fait que ce soit moi qui la fasse, mais bon, elle écoute pas ça franchement naturellement, tu vois. On a aucun goût en commun, en fait. Mais musicalement, non. Cinéma, cuisine, machin, enfin cuisine de plus en plus. Vrai. On est très 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 différents. Et en fait, ça me pose aucun problème. Et des fois, elle me dit, mais genre, j'ai l'impression de pas assez te soutenir, etc. Et puis je dis non, enfin j'en sais rien, mais ça va. Enfin, je suis complètement putain, c'est ouf. Autonome là-dessus, quoi. Ouais, en fait, t'es assez bien dans ta peau pour ne pas attendre de l'autre qu'il te donne. Ouais, cette reconnaissance-là, j'en ai plus besoin. C'est très étrange finalement. Après, c'est cool parce que finalement, j'ai la chance aussi d'avoir un projet où je reçois de la reconnaissance, de la gratitude assez en dose assez conséquente dès que je fais un concert. Et du coup, finalement, maintenant, ça me suffit complètement. Genre, je suis complètement satisfait par ça, ou par les commentaires cool que je peux avoir sur les réseaux, ou des choses comme ça, c'est bon. Mais j'ai pas besoin, en fait, qu'elle soit à fond derrière moi, c'est pas grave. Et on est là pour autre chose, on parle d'autre chose, on parle d'une histoire qu'on est en train de construire, enfin, tu sais, il y a un autre truc. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose que j'aurais pas du tout j'aurais pas été assez fort ou assez, même mature, je pense, pour faire la part des choses il y a 4-5 ans, quoi.
Ouais, parce que y a un truc qu'on oublie quand on fait ce genre de job, c'est que c'est un travail. Absolument. Oui, c'est complètement... Et quand on commence ça, on le fait par passion et par besoin d'être aimé. Ouais. Bah ouais, pour partager un max. Tu vois ? Et puis en même temps pour recevoir un max. Ouais, aussi. c'est ça. Bah ouais. Donc là, t'es passé à une phase où c'est peut-être plus apaisé du coup. Ouais. Et donc c'est un job génial qui t'éclate, mais c'est un travail que tu peux poser le soir quand tu rentres chez toi. Carrément. Ouais. Et puis avec plaisir, parce que du coup, bah ma relation elle est saine. Donc en fait, je suis content de poser mon manteau de fakir à la maison quand je rentre et de m'occuper d'autre chose. En fait, c'est trop cool. De faire la cuisine. De faire la cuisine. Elle a pas les mêmes goûts. De changer la caisse du chat, de faire des trucs comme ça. Tout est marrant. D'ailleurs, c'est un peu notre credo maintenant, c'est genre au pire c'est drôle. C'est un peu la philosophie de notre J'adore, couple. c'est trop bien. Et du coup, des fois, tu sais, on est là genre à se prendre le chou sur des trucs et puis en fait au bout d'un moment on se regarde puis on est là pourquoi on part aussi loin dans des délires, c'est pas possible. On se prend le chou quoi. Ouais, vous êtes vraiment trouvés hein. Il y a un truc de recul qui est chouette et autant je pense pour elle que pour moi, c'était pas possible avant parce que voilà, il fallait régler certains trucs, certains dos et moi cette relation toxique ultra violente, elle m'a servi à finalement combler plein de choses quoi. J'en tire énormément de positif maintenant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai beaucoup de cicatrices, mais finalement c'est comme si ça m'avait comme quand tu vas chez l'ostéo puis que t'as mal au dos, puis en fait tu te fais craquer de partout, tu sais. Mais j'ai encore plus mal. J'ai encore plus mal. Et le lendemain t'es là ah mais non ça va mieux. C'est un peu ça quoi. C'est vrai. Du coup ouais. C'est une belle conclusion ça. Voilà. C'était hyper intéressant. En t'écoutant, je me suis fait le fil de ma dernière relation et je pense que ça en fera réfléchir plus d'un. Ah, ce serait trop cool. Ouais, j'en suis certaine. C'était hyper intéressant et c'est chouette de voir l'évolution de ta réflexion et comment ça t'a tiré vers le haut de façon très étonnante. Alors, je suis pas certaine que t'avais très envie que ça passe par là, le fait de te dire bon, voilà, mais ça s'appelle la vie, hein, malheureusement. Carrément. Mais en plus, c'est marrant parce que c'est du coup, aujourd'hui, j'ai plus de rancœur. Pendant un moment, je m'étais pas autorisé du tout à lui en vouloir ou à en vouloir à cette relation parce que j'ai sacrifié des choses assez concrètes de ma vie professionnelle pour cette relation-là. Et il y a pas longtemps, je me suis autorisé à être un peu en colère, tu vois, à me dire non, scrogneux, j'ai besoin de passer par cette phase-là pour ensuite rebondir et mettre de la paix. Et aujourd'hui, je pense, je suis vraiment à un truc où je lui en veux pas. En fait, on a nos insécurités, l'alchimie a pas du tout prise et ça a pas marché, mais bon, c'est pas de sa faute. Il y a un truc où c'est ça y est, c'est libéré quoi. Ouais. Et puis je vois aussi tous les effets positifs qui ont surgi en fait suite à ça quoi. Bah ouais, c'est parti d'un non, tu vas pas bien. Ouais, absolument. Grave. Comme quoi la leçon. Attends. Absolument, bah là c'est la méga leçon, ouais. Merci beaucoup Fakir. C'est à toi. On peut te retrouver sur quoi en ce moment? Parce que la promo commence tout juste, donc je pense que c'est sur Instagram probablement. Ouais, c'est surtout sur Insta. J'essaye de continuer à être sur Facebook, même si ça me paraît un peu de moins en moins de monde. J'ai l'impression. Il y a tes grands-parents qui sont sur Facebook. Voilà, exactement. Je vais rester pour eux. Et j'ai sorti un track il y a pas très longtemps en collaboration avec le Château de Versailles, qui était une expérience très intéressante. C'est pas mal ça. Voilà. Et puis il se passe des choses. Là, il se passe pas mal de trucs. En tout cas, l'album est dans les tuyaux et on va pas tarder à commencer à en parler un peu. Ah, j'ai hâte. Donc sur Fakir sur Instagram, Fakear. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a intéressé. Je vous avoue que ça a remué beaucoup d'émotions du côté de Fakir et du mien. Après avoir coupé l'enregistrement, on était là, on va devoir faire un petit sas de décompression. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça vous plaira et encore merci à Fakir de m'avoir fait confiance. Si vous voulez suivre les aventures de la leçon, n'hésitez pas à me follower sur Instagram, Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule ou sur Facebook, La Leçon Podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.